Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo est réalisée à la demande d'Ecosciences Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et propulsée par PlayAzur Prod. Elle a été tournée pendant le festival Explore qui s'est déroulé à Marseille, pendant lequel j'ai pu échanger avec les chercheuses Alice Delcerries et Magali Coupeau de l'ADEF, un laboratoire d'Aix-Marseille Université, et Miguel Rothenberg, game designer chez Playtime. Cette vidéo fait suite à une autre plus courte que vous pouvez retrouver sur ma chaîne et dont je vous mets le lien en description. Bonne vidéo à toutes et à tous. Alice, c'est bon? Tu nous entends? Nickel. C'est bon la caméra? Ouais, parfait. Ben merci à tout le monde d'être venu. On est là ce soir pour parler d'un jeu de société, un jeu de plateau qui a été réalisé par des enseignants, des chercheurs et des game designers pour enseigner la théorie de l'évolution et certains concepts particuliers de la théorie de l'évolution sur lesquels on va revenir. Et on a la chance d'avoir deux concepteurs de ce jeu avec nous ce soir, Miguel Rothenberg et Magali Coupeau. Bonsoir. 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 Voilà, vous partagerez le micro. Et puis on a aussi une troisième conceptrice, Alice Delcerries, qui est en visioconférence avec nous depuis Washington, je crois. Alice, tu nous entends? Tout à fait. Bonsoir à tous. Bonjour pour moi. Voilà, donc n'hésite pas. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes techniques, mais si jamais tu n'entends pas bien une question, n'hésite pas à nous dire de répéter. Voilà, donc ce que je vous propose de faire, on a à peu près une heure, un petit peu moins d'une heure pour discuter de tout ça. On va commencer par se présenter, ensuite on vous passera un petit teaser, une petite vidéo qui présente le jeu, comme ça, même si vous y avez jamais joué, vous pourrez comprendre un peu mieux de quoi ça parle. Après on attaquera la discussion à proprement parler. Et à la fin, on vous gardera un petit temps pour des questions-réponses. Donc voilà, si jamais vous avez une question qui vous vient à l'esprit pendant la discussion, n'hésitez pas à la garder en tête et puis on fera tourner des micros à la fin de notre discussion. Donc je vais commencer par me présenter si ça vous va. Je m'appelle Stéphane Debove, je suis docteur en sciences cognitives. À la fin de ma thèse, j'ai décidé de ne pas continuer dans la recherche et de me consacrer plutôt à la vulgarisation scientifique, et notamment à travers une chaîne YouTube qui s'appelle Homo Fabulus. Et je dis que c'était une thèse de sciences cognitives, mais il y avait aussi beaucoup de biologie de l'évolution, donc c'est pour ça que je suis très content d'être ici aujourd'hui pour pouvoir parler de ces sujets. Donc je vous laisse la parole à vous pour vous présenter, et donc ce que vous faites en général dans la vie, et peut-être insister sur ce qui, à un moment donné dans votre parcours, vous a poussé à travailler sur un jeu qui parle de théorie de l'évolution, comme celui que vous allez nous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Darwinium. D'ailleurs, c'est ça, on dit Darwinium ou Darwinium? Darwinium. Darwinium. Merci pour ce moment d'échange. Donc Magali Coupeau, je suis anciennement chercheur en didactique des sciences à l'INSPE et au laboratoire ADEF de l'Université d'Aix-Marseille. Et je m'intéresse notamment aux enjeux didactiques de l'enseignement de l'évolution du vivant. Ce qui m'a poussé à essayer de concevoir un jeu, je pense que c'est des moments de rencontre, notamment avec Alice et Miguel, et puis ça fait suite à des résultats de mes travaux de thèse. Je vous en dirai plus. Ouais, donc tu nous parleras après. Je prends la parole, Alice. Miguel Rothenberg, donc je suis concepteur de jeux depuis une dizaine d'années. Il se trouve que par affinité et par opportunité, et probablement parce que je suis quelqu'un de très curieux, j'ai quasiment travaillé qu'avec des chercheurs, des jeux qui étaient en lien avec la recherche pour diverses raisons. Et il se trouve quand même qu'au-delà du plaisir d'avoir travaillé avec Magali et Alice, quand je les ai rencontrés, j'étais particulièrement enthousiaste parce qu'il se trouve que l'évolution c'était un sujet qui m'avait bien inspiré au cours de mes études en philo, qui n'a rien à voir. Mais j'étais à fond sur ce truc-là, donc je me sentais un peu moins largué que sur d'autres sujets que je ne maîtrise pas. Là, je me sentais un tout petit peu plus à l'aise et c'était super. Voilà, et je vous en dirai plus tout à l'heure. Et Alice, je te passe la parole. Bonjour à tous, donc Alice Delcerries. Comme Magali, je suis enseignant-chercheur en didactique des sciences au laboratoire ADEF et dans la composante INSPE, donc intéressée aussi par la formation des enseignants. J'ai porté le projet de recherche associé à la conception de ce jeu Darwinium par l'intermédiaire d'un projet ANR Jeunes Chercheurs.
Et pourquoi un jeu sur l'évolution du vivant? Et pour moi, la question se pose un petit peu plus que pour mes collègues, puisque je suis physicienne de formation. J'étais pas partie particulièrement pour faire des recherches sur l'évolution du vivant. Et c'est pas forcément le premier sujet auquel je pensais, mais d'une part, les rencontres fortuites, comme je peux dire maintenant, avec Magali et Miguel m'ont amené dans cette voie. Et puis, ça a ouvert un intérêt assez profond pour réfléchir à ce qui définit finalement des processus non déterministes en science et le rôle du hasard dans tout ça, parce qu'il y a ensuite des répercussions dans de nombreux domaines, et notamment, ça amène d'autres façons de considérer le monde, et à mon sens, c'est des éléments qui ne sont pas suffisamment enseignés à l'école ou pas suffisamment abordés avec les élèves. Voilà. Super, ben merci beaucoup à tous les trois. Donc je vous propose comme promis qu'on regarde le petit teaser du jeu. On va faire basculer les fenêtres et vous montrer ça. Bonjour à tous. La découverte d'une nouvelle espèce d'animaux a secoué la communauté scientifique. Ces animaux se reproduisent très rapidement et changent très vite. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils s'adaptent plutôt rapidement aux différents environnements dans lesquels ils se trouvent. Afin de pouvoir les étudier, les laboratoires du monde entier ont financé la construction d'un dôme de plusieurs kilomètres de diamètre en milieu naturel. On nous a dit que parmi vous, il y avait des chercheurs qui pourraient nous aider. Dans cette expérience grandeur nature. Il vous a été confié une population d'animaux qui va vous permettre d'expérimenter l'évolution. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de trouver des solutions pour que, au fur et à mesure de votre aventure, votre population soit différente de celle que vous aviez au départ. Attention, vous ne pourrez pas faire subir n'importe quoi à votre population. Mais vous allez pouvoir la déplacer afin de la confronter à de nouveaux environnements. Vous pourrez également déclencher des actions spéciales afin de modifier encore plus votre environnement. Et de favoriser votre population, ou défavoriser celle des autres joueurs, ou encore autre chose. En bon chercheur, vous allez prendre scrupuleusement note de l'avancée de vos recherches. Puis, vous allez partager ces notes avec d'autres chercheurs dans des conférences de presse. Pour présenter au monde entier ces nouvelles découvertes scientifiques. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Bienvenue dans le projet Darwinium. Donc la première question que j'ai pour vous, moi, c'est est-ce que vous pouvez revenir sur un peu les objectifs pédagogiques du jeu? Parce que c'est vrai que théorie de l'évolution, en fait, c'est quelque chose d'assez large. Enfin, il y a plein de sous-concepts à la théorie de l'évolution. Et comme le disait Alice il y a 2 secondes, vous avez choisi d'insister notamment sur les concepts du hasard, c'est ça? Exactement. Le principal objectif de ce jeu est de permettre aux élèves de manipuler différentes formes de hasard et ainsi d'aborder des mécanismes tels que le brassage génétique qu'on retrouve dans la reproduction sexuée ou bien le mécanisme cher à Darwin de la sélection naturelle qu'on peut retrouver à l'échelle cette fois-ci de la population, et c'est ce qu'on a essayé d'aborder dans ce jeu. Et le hasard, c'est vraiment un concept qui est pas facile, à la fois en sciences, c'est quelque chose que même des grands scientifiques ont du mal à définir, mais aussi dans la vie de tous les jours. J'ai l'impression qu'on utilise le terme dans des situations qui peuvent être très variées, n'avoir pas grand-chose en commun. Tu confirmes ça ? Oui, alors nous confirmons parce que d'après mes résultats de test qui a été co-dirigé avec Alice et Pascal Brand-Pomarès, on s'est rendu compte que les élèves avaient 4 principales représentations du mot hasard. On a retrouvé 2 qui étaient plutôt liées à la pensée scientifique et 2 qui étaient un peu contre-intuitifs avec cette pensée-là. Donc dans les 2 premières idées, on va retrouver le terme de hasard contingence, c'est-à-dire le mécanisme qui va combiner des événements fortuits. Finalement, la contingence, on peut le définir comme le point de rencontre entre 2 séries d'événements aléatoires qui sont complètement indépendantes. On a retrouvé aussi le hasard qui peut être perçu sous la forme d'aléatoire, de probabilité, qui va permettre d'appliquer des calculs de probabilité pour qu'on se rende compte que ce hasard peut exister. Et enfin, on a ces perceptions de hasard qui ne sont pas portées par la communauté scientifique, comme par exemple le hasard qui peut être perçu comme le résultat de l'ignorance de l'homme. Et certaines personnes pensent que ce mot hasard ne renvoie à pas grand-chose, à part le fait que l'homme aurait inventé ce terme pour pallier aux problématiques
de résolution de problèmes trop complexes qui ne pourraient pas expliquer par la science. Et puis on le retrouve notamment en lien avec l'évolution, ce terme de hasard destin, à savoir le fait que le hasard finalement serait provoqué par une entité divine et que tout ce qui nous arriverait ne serait pas complètement hasardeux mais qui serait programmé par une entité. Et les résultats de notre thèse, enfin de ma thèse, montrent que on a une majorité d'élèves qui sont en accord avec le hasard probabilité aléatoire et en même temps on va avoir une autre majorité d'élèves qui est en accord avec la pensée hasard divin. Donc ça, c'est surprenant. Par contre, ce terme de contingence n'est pas ressorti et c'est ce qui nous a amené à essayer de réfléchir à comment aborder ce terme de contingence avec de jeunes élèves. Ok. Et il y a un truc que vous m'avez dit quand on a commencé à bosser sur ce jeu et que j'avais jamais remarqué, c'est qu'en fait il y a une espèce de tension entre essayer d'expliquer le concept de hasard en évolution dans un jeu et faire en sorte que le jeu ne soit pas trop ennuyeux. C'est-à-dire que c'est assez difficile de faire un jeu où on explique le concept de hasard et en même temps un jeu où les joueurs ne s'ennuient pas trop. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu ça? Alice, je crois que tu voulais intervenir sur ce point. Oui, oui, oui. Alors, avant de donner d'ailleurs la parole à Miguel sur le sujet, je voulais insister sur une idée importante, c'est que dans ce projet, on a voulu concevoir un vrai jeu. Alors, je me permets d'utiliser ce terme vrai jeu, en opposition à ce que on souhaite qualifier de faux jeu en classe, c'est-à-dire que on voit un certain nombre de ressources pédagogiques qui sont proposées aux élèves, qui sont des artifices pédagogiques qui se veulent ludiques, mais qui ne reflètent pas de mécanisme à proprement parler d'un jeu. Dans ce cas-là, on peut prendre un certain nombre d'exercices, les positionner sur un jeu de loi, les élèves lancent un dé, c'est complètement hasardeux, ils font leurs exercices tranquillement, mais il n'y a pas de... On n'est pas dans des caractéristiques d'un jeu tel qu'on pourrait le définir. Alors Miguel, je ne sais pas si tu veux en dire un petit peu plus justement sur cette notion de jeu. Juste rappeler que alors, nous, le cadre de référence qu'on utilise, que j'ai partagé avec Magali et Alice, c'est la définition que donne Gilles Bougère, qui est un académicien français, qui fait assez référence, voilà, même s'il y en a d'autres. Et cette définition, elle donne 5 critères. En gros, vous avez 5 cases à cocher pour savoir si ce dont on parle c'est un jeu ou pas. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. On peut en parler après. L'un de ces critères, c'est l'incertitude. Pour qu'il y ait jeu, il faut qu'on ne sache pas au début du jeu quelle sera l'issue, qu'est-ce qui va se passer. Dans ce que Alice décrit, en général, on a plutôt un exercice qui peut être édulcoré ou déguisé sur la forme d'un jeu, mais il y a quand même une réponse attendue. À partir du moment où il y a une réponse attendue, vous avez faux, vous avez vrai ou vous avez faux, et puis du coup il n'y a plus de jeu. Voilà. Je te laisse peut-être étayer Alice, et je finis. Je ne sais pas si tu avais autre chose. Oui, du coup, c'est vrai que ça nous a posé une question assez fondamentale, c'est quel va être le but du jeu et qu'est-ce qu'on va incarner dans le jeu en tant que joueur, c'est-à-dire quel rôle dans le jeu qu'on imaginait, quel rôle on va donner aux joueurs, dans la peau de qui est-ce qu'on est invité à entrer pendant le jeu. Et ça, en étant sur une question d'évolution, il fallait qu'on trouve un équilibre entre quelque chose qui ne soit pas déterminé à l'avance, donc qu'il y ait une forme d'aléatoire, mais en même temps, pour que les joueurs puissent rentrer dans une certaine stratégie de jeu et du coup pouvoir être poussés à réfléchir à des stratégies de jeu, il faut aussi qu'il puisse y avoir un certain nombre de décisions qui soient prises par le joueur. Et toute la question a été quelles décisions on laisse aux joueurs en fonction de ce qu'ils incarnent. Et c'est une question qui nous a occupés quand même pendant pas mal de temps. On a eu un certain nombre de prototypes de jeux avec différentes tentatives. Il y avait plutôt un certain consensus au niveau de l'équipe
pour que le jeu traduise ou raconte une histoire réelle. Donc on a cherché dans des exemples historiques, on a cherché à se dire on incarne des animaux, sauf que si on incarne des animaux, on tombait dans un certain nombre de travers avec une forme d'intentionnalité qui était donnée aux animaux. Donc ça nous a beaucoup questionné. Et finalement, le choix a été fait dans le jeu, comme ça a été montré sur la vidéo, d'incarner des chercheurs qui observent ce qui se passe. Et ce choix, on l'a fait suite à la lecture d'un certain nombre de travaux de recherche en évolution exploratoire, enfin expérimentale, pardon, donc en évolution expérimentale, dans l'idée qu'un certain nombre de recherches sont menées actuellement, dans lesquelles on prend par exemple des plantes issues d'un même lot qui sont plantées à différents endroits et donc soumis à différentes conditions environnementales et on observe leur évolution. Il y a des exemples aussi historiques avec des espèces de poissons qui sont déplacés dans un même cours d'eau, dans des endroits qui sont relativement isolés les uns par rapport aux autres, et on observe leur évolution. Et donc ça nous a intéressés, et on s'est dit c'est plausible de pouvoir confier aux joueurs, en tant que chercheurs, le choix de déplacer leur population d'animaux dans différents environnements. Donc ça a été le premier choix. Et puis, on a donc fait un premier jeu, testé ce jeu, et notamment testé ce jeu avec une communauté d'experts en jeu, donc qui travaillent avec Miguel notamment, indirectement, donc on pourrait qualifier un petit peu rapidement de geeks du jeu de société, qui nous ont dit c'est bien, mais il n'y a encore pas assez de choix qui est laissé, et en gros, votre jeu, il est ennuyeux, on se laisse porter et on n'a pas grand-chose à faire dans le jeu. Et c'est suite à ce test-là et avec ces discussions qu'on a introduit l'idée d'un scénario qui serait plutôt un scénario de type science-fiction, avec la construction donc d'un dôme expérimental qu'on voit sur la boîte de jeu notamment, dans une espèce de Truman Show de l'évolution. Et du coup, en ayant ce fonctionnement de la science-fiction, on a pu fixer des règles pour garder un scénario plausible, avec à la fois des choix qui sont laissés donc pour contrôler des conditions environnementales dans le dôme, et toujours cette idée de pouvoir déplacer des populations d'animaux. Donc il y a un réel choix avec des stratégies qui peuvent être mises en place, mais il y a une place assez importante, et on va revenir là-dessus, pour le hasard et notamment pour des imprévus, des coupures d'électricité, des épidémies, des braconniers qui s'introduisent dans le dôme, qui donnent une certaine dynamique au jeu. Et donc, on a fixé des règles qui sont plausibles pour simuler l'évolution de populations d'animaux, tout en omettant un certain nombre de règles. On précise jamais quelle est la taille de ce dôme, on précise jamais quelle est la taille des populations étudiées, on ne parle pas précisément du temps nécessaire et du temps qui s'écoule, on parle de générations successives. Et donc ces éléments-là, à la fois il y a des éléments que l'on détaille et à la fois certains sur lesquels on omet de donner trop d'informations, nous permettent de tenir cet équilibre entre ce que l'on veut dire sur la théorie de l'évolution, tout en gardant certaines caractéristiques du jeu. Super, ouais, vous voulez compléter? Peut-être pour essayer de résumer, je ne me rends pas compte si ce qu'on raconte vous parle ou pas, mais en tout cas, ce qui était important pour nous, et ce qui était en gras en haut du cahier des charges qui m'a été donné, c'est cette idée qu'en évolution, et les individus, les espèces, les populations ne font pas de choix. Ils subissent quelque part l'évolution, et c'est quelque chose de très contre-intuitif. Et en plus, c'est quelque chose qui est véhiculé par la plupart des jeux qui existent sur l'évolution. C'est cette idée. Enfin, on donne justement la main à un joueur, on leur permet de faire du bricolage génétique pour que mes bêtes aient des griffes, et comme ça ils peuvent aller croquer les bêtes d'à côté. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et du coup, il nous fallait un jeu dans lequel les populations et les individus ne font pas vraiment de choix, mais si les joueurs ne font pas de choix, il n'y a pas de jeu. Et du coup, on était un peu, si vous me permettez, un peu le cul entre deux chaises, entre comment on fait pour quand même qu'il y ait un peu de choix, pour qu'il y ait jeu, mais pas trop, parce que sinon, on est à côté de la plaque d'un point de vue théorique. Et du coup, c'est là qu'on a trouvé un compromis en décentrant le joueur qui n'incarne plus la population ou un individu, une espèce, mais plutôt des chercheurs qui regardent et qui déplacent ces populations, qui la confrontent à différents environnements, tout en disant, en voyant ce qui se passe.
Et un dernier point là-dessus, c'est que le joueur, il a des choix, certes, mais il a une illusion de maîtrise. Et l'illusion que ces choix, ils vont avoir un sens et qu'il va pouvoir à peu près maîtriser cette évolution. Et en fait, ce que le jeu nous montre, c'est qu'il n'en est rien. Le jeu, c'est ce qu'on appelle un jeu très chaotique, dans lequel on a une illusion de maîtrise, mais qui est balayée par l'environnement et par des choses qui nous arrivent. Et c'est ce que veut raconter aussi le jeu, c'est qu'en évolution, on n'a pas les espèces, les populations n'ont pas de maîtrise sur leur histoire génétique. Ça te va, Maggie ? C'est très bien fait pour avoir joué au jeu. Je peux vous assurer qu'on est même parfois frustré en fait, puisqu'on a l'impression de faire des choix pour diversifier notre population, et puis pof, on tire une carte qui va complètement transformer notre population. Enfin, c'est assez bien fait, quoi. On arrive à ressentir de la frustration en jouant. Je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais ouais, ça marche en tout cas. Et donc toujours sur ces idées de malentendu autour du concept de hasard, il y en a un autre qui est celui autour du finalisme, ce qu'on appelle le finalisme ou la téléologie en biologie de l'évolution. Et en fait, ça, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les êtres vivants, ils auraient un but, qu'ils essaieraient d'évoluer dans un certain but pour atteindre un certain objectif. Et ça, c'est un malentendu contre lequel beaucoup de chercheurs cherchent à lutter. Et donc, je voudrais savoir comment vous avez fait pour essayer de ne pas propager ce malentendu, parce que puisque vous avez créé un jeu, vous avez forcément dû créer un but du jeu. Donc c'est un peu lié à la question précédente, mais voilà, est-ce que vous avez exploré différents buts du jeu possible et sur lequel vous êtes arrivé au final? Oui, je vais peut-être redonner la parole à Alice pour qu'elle complète sa première réponse. Oui, je veux bien poursuivre. C'est vrai que on ne pouvait surtout pas laisser s'installer l'idée de chercher à obtenir, si on peut dire même chercher à créer, une espèce dominante dont la suprématie serait sur les autres espèces ferait gagner la partie de jeu. Donc ça, c'est sûr que c'était vraiment quelque chose qui nous a beaucoup fait discuter. Une première idée qu'on a eue, c'était de considérer qu'on gagnait à partir du moment où il y avait spéciation, c'est-à-dire qu'on a une population de départ qui est similaire entre les différents joueurs, et la première équipe qui arrive à montrer qu'il peut y avoir spéciation, et donc que cette population crée deux espèces différentes, permet d'arriver à deux espèces différentes, gagnerait. Mais ça nous a posé plusieurs problèmes. Le premier, c'était plutôt un problème d'ordre scientifique, c'est-à-dire que le moment strict où on peut dire qu'il y a spéciation, il n'est pas si clair que ça, et la frontière entre deux espèces proches, c'est une zone relativement floue, avec une certaine porosité qui change avec le temps, et donc c'était difficile, voire même un peu risqué d'un point de vue scientifique, de trouver une mécanique de jeu qui reflète ça. Le deuxième problème, il était lié à une contrainte qu'on s'est donnée dans le jeu, c'est-à-dire de pouvoir jouer en classe. Donc vous vous imaginez une situation de classe où il y a plusieurs équipes d'élèves qui sont en train de jouer, donc de faire une partie de jeu simultanément. S'il y a une des tables de jeu qui finit bien avant l'autre dans le temps de classe qui est donné, ça déséquilibre tout pour l'enseignant, d'une part. Et puis surtout, si à la fin du temps d'enseignement, aucune des équipes n'arrive à une étape de spéciation, finalement, on n'est pas arrivé au bout du jeu, et donc ça déséquilibre la situation de jeu. Donc, on a fixé un autre but du jeu qui est celui de diversifier le plus possible sa population. Donc, on est resté sur l'idée de diversification. Et finalement, le jeu se déroule dans un temps donné, un temps qui est défini par l'enseignant. Donc la partie se finit quand l'enseignant ou quand les joueurs décident qu'on s'arrête. À ce stade-là, du coup, un score est proposé pour quantifier cette diversification. Et le score, il est construit avec deux idées. D'une part, l'idée que la population, au moment où on s'arrête, doit être la plus différente possible de la population de départ. Et l'idée que la population, au moment où on s'arrête de jouer, doit avoir le plus de traits de caractère différents. Donc, ça donne deux coordonnées qu'on positionne sur un graphique. Là, je vous invite à regarder la vidéo plus courte qu'on a faite avec Stéphane sur le sujet, où vous aurez un visuel. Il y a évidemment des limites dans cette approche-là, mais l'avantage que ça apporte, c'est que d'une part, on insiste sur le fait qu'on est dans un processus
on s'arrête à un moment donné et on observe le résultat, mais si on avait continué à jouer, le résultat aurait pu être différent. Si on s'était arrêté avant, le résultat aurait été différent. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et puis d'autre part, le jeu a été paramétré pour qu'il n'y ait pas vraiment de différence si claire que ça entre enfin, au sein d'un groupe de jeu, hein, entre ceux qui auraient gagné ou pas. Et ça amène des discussions entre les joueurs, et c'est ces discussions-là qui nous semblent intéressantes et qui nous semblent ensuite productives pour l'enseignement par la suite. Ouais. Je peux peut-être ajouter que ouais, la question du but du jeu, voilà, quand on vous dit jeu de société, voilà, en général, on va vous dire il faut faire plus de points, vous avez un truc relativement concret. Donc là, on avait aussi un enjeu un peu complexe qui était de donner un but pour donner un sens aux actions des joueurs. C'est-à-dire que moi, en tant que joueur, il faut que je sache à peu près vers où je dois aller, sinon je suis complètement dans le noir, je patauge. On nous donne quelques repères pour pouvoir avancer à peu près. Très vite, en tant que joueur, je vais à peu près me raconter une histoire, rentrer dans le jeu, et peut-être j'ai moins besoin de ce sens qui me guide, de ce but qui me guide. Je vais pouvoir me débrouiller tout seul. Et aussi, il fallait à la fin, je répète un peu ce que dit Alice, le but c'était pas d'avoir des gagnants, des perdants, classer les élèves, vous avez bon, vous avez mauvais, justement casser un petit peu cette idée-là. Il fallait pouvoir donner aussi aux élèves du grain à moudre pour qu'ils analysent eux-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce que vous avez gagné, ça veut dire quoi que vous avez gagné en fait. C'est ça la question qui nous intéresse, ça veut dire quoi avoir une population qui est différenciée de votre population de départ, ça veut dire quoi en termes d'évolution. C'est là aussi qu'on construit de la connaissance. Ok, merci. Oui, il y a un autre malentendu sur lequel vous avez voulu bosser, c'est ce que vous appelez le malentendu lamarckiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous entendez par là? Oui, alors je vais reprendre ça, et puis après je laisserai la parole à Miguel pour qu'il explique un petit peu comment nous on a réussi à le mettre en œuvre dans le jeu, enfin, surtout Miguel qui a trouvé des mécanismes pour être en dehors de ce malentendu-là. Il faut savoir que sur les conditions d'évolution du vivant, il est quand même plus facile de raisonner comme Lamarck le faisait à son époque que comme Darwin nous a demandé de le faire depuis la théorie actuelle de l'évolution. Et pour expliquer cette évolution, Lamarck est parti du postulat que les caractères que nous avions acquis au cours de notre vie étaient transmissibles de génération en génération. Et que l'environnement avait un rôle premier, notamment dans les modifications de ces caractères que toutes les espèces peuvent avoir. Et ici, vous voyez que c'est seulement le hasard aléatoire qui est mis en œuvre, qui est mis en avant pour expliquer les modifications de l'environnement. Si on reprend l'exemple assez classique de la girafe, Lamarck nous dit que à un moment donné, la végétation qui au départ était plutôt rase dans les champs est devenue en hauteur dans les arbres, hein, pour simplifier. Et il nous explique que la girafe, pour pouvoir se nourrir petit à petit, a réussi à allonger son cou. Et c'est ce cou un peu plus long qu'elle a transmis à sa descendance. Et de génération en génération, on a retrouvé une girafe au long cou. Aujourd'hui, on sait que les modifications que nous avons de nos caractères au cours de notre vie ne sont pas transmissibles à la descendance. Et finalement, pour expliquer l'évolution de la girafe, il faut raisonner à l'échelle de la population entière et pas seulement de l'individu, comme Lamarck l'avait proposé au départ. Et il faut prendre en considération ce hasard contingence que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Si on reprend l'exemple de la girafe, ça veut dire qu'au moment où cette végétation, enfin en tout cas l'environnement a une modification, eh bien il y avait au sein de la population des girafes qui avaient eu la chance d'avoir un cou légèrement plus long que les autres. Et finalement ce sont elles qui ont réussi à plus se nourrir, à plus se reproduire, et donc à transmettre de manière plus importante statistiquement à la descendance ce coup plus long. Et donc ce n'est pas un seul individu qui a permis à ce que la génération suivante
est une proportion de coups plus longs, mais bien une population dans son ensemble. Et vous voyez bien que ce type de raisonnement est assez contre-intuitif et nécessite la prise en compte de deux types de hasard. Le hasard aléatoire pour ces caractères qui pourraient arriver de manière aléatoire lors du brassage génétique, mais aussi le caractère aléatoire des modifications de l'environnement. Et enfin, ce hasard contingence qui finalement permet de mettre en avant un caractère au regard des conditions qui seraient favorables ou non au niveau de l'environnement de la population. Il faut que je passe derrière moi, que des trucs à passer. Oui, alors pour résumer, je ne sais pas s'il y en aura la possibilité après les questions et tout, d'ouvrir éventuellement la boîte et qu'on vous montre concrètement, pour que, si ça vous intéresse, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais en gros, ce qui m'a été demandé en tant que concepteur, je ne l'ai pas fait tout seul, on a travaillé ensemble, mais en tout cas, il fallait mettre en œuvre par des mécaniques de jeu ces trois formes de hasard. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, la contingence par ce qu'on appelle des cartes événements, des événements. Enfin, voilà, vous ne pouvez pas les prévoir. On tire une carte, il y a des bricoleurs, une météorite, des trucs qui se passent, des bricoles. Et ça, vous ne pouvez pas le prévoir, ni votre espèce, ni personne. Et ça aura une influence sur l'évolution de votre espèce ou de votre population. Après, il y a des traits de caractère qui apparaissent, comme ça. C'est le hasard de la génétique qui veut qu'à un moment, ça apparaît. Et s'il se trouve que ce caractère a un intérêt, si c'est le gène de la vertèbre un petit peu plus long, peut-être que ça va m'aider à manger 3 feuilles de plus et me reproduire plus, et peut-être que ce caractère il va être gardé, mais encore faut-il que le brassage génétique fasse que ce caractère il est gardé. Et du coup, voilà, c'est ces trois trucs-là qui, par des mécaniques de jeu très concrètes, sont mis en œuvre, et que les joueurs vont les expérimenter, les manipuler, et puis après on va les reprendre après le jeu pour essayer de les objectiver. On en parlera tout à l'heure. Ok, est-ce qu'il y a d'autres difficultés auxquelles vous avez été confrontés, dont vous voulez nous parler, Alice, peut-être? Je parle de difficultés notamment, toujours sur ces aspects scientifiques, en fait, essayer d'enseigner des aspects scientifiques pas faciles. Oui, alors c'est sûr que des difficultés, il y en a eu forcément, c'est ce qui a rendu le travail intéressant, hein. Mais il y a aussi une question donc au niveau de ces populations, une question de grand nombre, une question de taille d'échantillon. Et c'est vrai que en termes cet aspect-là, de taille de l'échantillon et de grand nombre, la manière dont on l'aborde par le jeu, on a une certaine... on contourne un tout petit peu la difficulté, et notamment en considérant qu'on a dans le jeu un grand nombre d'animaux, une population qui se reproduit très vite, sans préciser qu'est-ce que ce grand veut dire ou qu'est-ce que ce vite veut dire, c'est-à-dire qu'on ne quantifie pas réellement les choses, parce qu'on reste sur une idée plus globale de dérive génétique, de brassage génétique, sans forcément rentrer dans les détails. Et en termes d'enseignement, on va poser des premières bases, mais on ne va pas considérer qu'une fois qu'on a joué une partie de jeu, il n'y a pas de souci, les élèves auront tout compris de la théorie de l'évolution, ni de ce que Darwin a voulu apporter dans la théorie de l'évolution. Et que c'est une étape qui peut être intéressante, un outil qui peut être intéressant pour l'enseignant, mais il va falloir ensuite que les choses soient reprises sous d'autres formes par l'enseignant. Voilà, je ne vais pas forcément en dire plus à ce stade, mais on pourra répondre à des questions si nécessaire. Ok, est-ce que vous pouvez justement nous parler des publics que vous avez visés? Justement, tu parlais des élèves. En fait, tous les problèmes qu'on vient d'évoquer, les malentendus, etc., ils sont présents un peu dans la population en général, à toutes les tranches d'âge. Vous avez voulu cibler une tranche d'âge particulière? Alors, en première intention, nous avons ciblé le public des élèves de collège de la classe de 3e, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces mécanismes de l'évolution et ce terme de hasard apparaît dans les programmes officiels d'enseignement au niveau de cette classe-là. La deuxième raison, c'est que finalement, ces élèves, ils sont proches de la fin de la scolarité obligatoire et il y a quand même
bonne proportion de ces élèves qui ne se retrouvera plus jamais confrontés à l'enseignement de cette théorie parce qu'ils vont avoir des orientations différentes. Aujourd'hui, et au fil du temps, du travail que nous avons fait avec les enseignants, nous nous sommes rendus compte que ce jeu il pouvait être utilisé dès la classe de CM1, CM2 et ce jusqu'au cycle terminal, juste en changeant les objectifs de la séance. Et récemment, nous nous sommes rendus compte que ça pouvait aussi avoir un intérêt dans la formation des futurs enseignants, donc des étudiants, qui sont inscrits à l'INSPE d'Aix-Marseille. Okay. Et ouais, tu parlais d'expérimentation, justement, vous avez fait des tests à la fois en amont de la conception du jeu, je crois, et ensuite en aval, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, on ne pourrait peut-être pas parler d'expérimentation au moment de la conception du jeu, mais nous avons travaillé avec différents types de publics, des enseignants, des élèves. On l'a entendu tout à l'heure par Alice, des joueurs, des experts en jeu. Et finalement, c'est tous ces allers-retours avec ces différents publics qui nous ont permis d'avancer petit à petit sur différents prototypes. Je ne sais pas à combien de prototypes nous sommes arrivés, mais... Je voulais rajouter aussi que dans les catégories de testeurs, il y avait notamment une dizaine de chercheurs, parce qu'on n'était pas que tous les trois, une équipe de 10 chercheurs. Et des chercheurs en biologie qui étaient externes également. Donc là, on n'a pas expérimenté le jeu, mais ça nous a permis de concevoir le jeu. Et côté expérimentation, nous avons démarré l'année dernière. Là, maintenant qu'on a une vraie boîte de jeu, on peut expérimenter ce jeu. Et l'objectif est de mesurer l'impact, l'efficacité de ce jeu dans la compréhension de l'évolution du vivant et dans la perception que les élèves pourraient avoir sur le hasard. Donc nous avons commencé l'an dernier par une étude pilote qui avait pour... Le principal objectif était d'asseoir un scénario pédagogique qui pourrait être utilisé justement pour tester cette efficacité-là. Maintenant, donc depuis cette année, nous avons expérimenté ce jeu avec une dizaine d'enseignants sur près de 600 élèves, répartis dans deux groupes. Un groupe témoin qui ne joue pas, un groupe test qui joue en classe avec ces enseignants-là. Et nous avons récolté des données, et nous venons de récolter les données, et nous avons vraiment hâte de les traiter, ces données. Vous avez des retours plus qualitatifs sur le ressenti des élèves et des profs en jouant à ce jeu? On a des retours qualitatifs qui nous ont fait très plaisir, surtout dès qu'on a ouvert des premières boîtes de jeux devant des vrais élèves dans des conditions de classe, parce que au moment de la conception du jeu, on était quand même dans des petits groupes d'élèves. Un des retours positifs marquants, c'est des élèves de collège, donc 15-16 ans, qui sont en fin de collège, donc pas des petits jeunes enfants qui aiment jouer, qui n'étaient pas contents de partir en récréation. Donc je pense que ça, c'était un fait marquant. Et puis les enseignants qui sont ravis d'ouvrir cette boîte, et il y a quand même, nous on appelle ça un peu l'effet waouh, de sortir la boîte et que les personnes se rendent compte que ah ben oui, ce sont des chercheurs ou des game designers qui ont conçu ce jeu, mais ça ressemble à un vrai jeu qu'on pourrait acheter dans le commerce. Petit détail qui n'est pas un. Souvent, pour avoir beaucoup travaillé avec des chercheurs, les chercheurs s'intéressent au contenu et pas forcément à la forme. Ils trouvent que la forme, ça y fait pour beaucoup, et l'expérience de jeu qu'on va avoir en tant que joueur, elle est complètement déterminée par comment le jeu il est mis en forme. Je voudrais saluer Benjamin qui est dans l'assistance, qui a fait toute cette mise en forme, qui était le graphiste, et qui a rendu ce jeu très beau, et cet effet waouh, on ne serait pas s'il n'avait pas sorti ses pinceaux. Alice, non, tu voulais dire un truc, comme tu veux? Non? Peut-être une anecdote aussi, ouais. Sur l'effet du jeu. La première fois qu'on a réellement testé le jeu dans une situation
le jeu dans sa totalité, donc avec des élèves de collège qui, comme le dit Magali, sont parfois pas les plus motivés pour tout ce qui est scolaire, c'est intrinsèque à l'adolescent de collège. Euh, on a le hasard du temps a fait, et la disponibilité de l'enseignant a fait qu'on a joué juste avant les vacances de Noël, dans le moment où les élèves pensent à bien autre chose que d'apprendre quelque chose en classe. Et on a fait un débriefing et donc un retour juste après les vacances de Noël. Et on a été bluffés par ce que les élèves ont été capables de nous redire par rapport à ce qu'ils avaient fait dans le jeu, ce qu'ils avaient compris du jeu. Entre juste avant des vacances de Noël et juste après des vacances de Noël. Je ne sais pas bien qui est dans l'Assemblée, mais tous ceux qui ont une expérience d'enseignement et d'élèves entre avant et après des vacances pourront prendre la mesure de ce type d'éléments. Ok, merci. J'ai une petite dernière question avant peut-être de passer aux questions du public parce que l'heure tourne. Je voulais savoir si... comment dire, quand un enseignant utilise le jeu en classe, est-ce qu'il fait jouer ses élèves et puis ensuite il dit au revoir, on se revoit la semaine prochaine, ou est-ce qu'il faut forcément revenir sur certains aspects du jeu, faire un peu de débriefing, ce genre de choses? Alors, sur la question du débriefing, effectivement, c'est un élément qui, aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence, même si je ne suis pas pédagogue. Et il se trouve que Magali me rappelait que c'est un élément que j'ai amené, qui est devenu une évidence par la suite. Moi, dans tous les jeux que je conçois avec des chercheurs, il faut ce temps. Après le jeu, on revient sur ce qui s'est passé. Le débriefing, c'est un temps où on discute de ce qui s'est passé et on va venir concrétiser, objectiver, tirer les ficelles de ce qui s'est passé, des éléments théoriques un peu qui étaient implicites, qui étaient là, qu'on a manipulés. On va essayer de mettre des mots, de raconter ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi, est-ce qu'on aurait pu faire autrement, est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et c'est toutes ces questions qu'on va pouvoir poser aux élèves qui vont leur permettre de vraiment construire une connaissance. Je triche et je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. Justement sur la question je m'adresse à Magali et à Alice parce que moi j'ai une frustration dans mon métier, c'est que je fais des jeux et j'ai beaucoup de mal à savoir quelle est l'efficacité pédagogique. Et quand j'entends ce que tu viens de dire, Alice, pouvoir mesurer surtout dans le temps ce que ça fait, l'impact que ça peut avoir un jeu, parce qu'il y a de la motivation, il y a des émotions, il y a des tas de choses qu'on n'a peut-être pas dans une évaluation classique ou quand on apprend par cœur un truc. Qu'est-ce que ces élèves auront retenu au bout de 15 jours, au bout d'un an, au bout de 10 ans? Il y a à ma connaissance peu d'études. Moi j'attends qu'il y ait plein d'études qui montrent que mon métier sert à quelque chose. En tout cas j'en suis convaincu, mais il y a peu d'études. Voilà, j'ai digressé, pardon. Non, c'est très bien. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose, Magali? Sur cette question. Ok. Ben, je ne sais pas s'il y a des questions, du coup on peut faire passer un micro. Est-ce que quelqu'un... Juste peut-être quelques remerciements si c'est possible. Ouais, vas-y, pendant qu'on fait passer un micro, justement. Comme disait Miguel, on n'était pas 3 sur ce projet, hein, loin de là. Et on était toute une équipe, donc pour les nommer, donc on avait Pascal Brandt-Pomarez, Jérémy Castera, Hélène Armand, Claire Coiffard, Corinne Gégou, Éric Tortochot, et qui ont vraiment persévéré sur ce projet qui a quand même duré pas mal de temps. On remercie également l'INSPE d'Aix-Marseille et plus particulièrement Sabrina Marquis et Guillaume Gay qui a réalisé le teaser que vous avez vu en introduction et tout le pôle numérique. Nous avons aussi à remercier le laboratoire ADEF et plus particulièrement notre gestionnaire Annie Rombi qui a vu passer beaucoup de commandes bizarroïdes avec Miguel, hein, qu'on n'a pas l'habitude de commander, donc des jetons pour jouer dans un laboratoire, ça se voit pas forcément trop. Et puis le pôle pilote empirique et plus particulièrement Jonathan Miro, ingénieur sur ce pôle pilote qui commence une étude avec nous. Et d'ailleurs, c'est ce pôle pilote qui continue à nous permettre de proposer ces expérimentations et qui finance en partie certaines choses. Nous avons également à remercier Benjamin qui est dans la salle et Playtime également.
Je vous avais dit les remerciements sont longs parce qu'on n'était pas seul sur ce projet. Il y a tous les enseignants, dont Karine Boyer et Delphine Massias, qui œuvrent encore pour parfaire le guide de l'enseignant qui va être accroché à ce jeu. Et puis les inspecteurs des SVT de l'Académie d'Aix-Marseille qui soutiennent ce projet et qui ont facilité le travail d'expérimentation avec les enseignants. Tous les acteurs également des différents tests, donc les joueurs, les élèves. Et puis je n'oublierai pas ces pauvres adolescents de chercheurs, hein, donc nos enfants qui ont participé et qui ont été mobilisés tout au long du projet. Et je pense que vous en avez vu quelques-uns sur le teaser également. Merci. Non, on n'oublie personne? Je ne crois pas. Ça vous paraît bien? Des questions là? Ah. Oui, vous traitez d'évolution qui se fait sur le temps long, et en même temps, il faut concilier ça avec des séances pédagogiques qui se font en classe. Quel est le format du jeu? Est-ce qu'il y a un nombre de tours limité? Alors, nous avons réglé le problème du temps long, parce qu'effectivement, 50 minutes, c'est pas si long que ça. Dans cette histoire de fiction dans le jeu, les élèves jouent avec une population d'animaux qui a la chance de se reproduire très très rapidement. On est dans la fiction, et donc comme elle est capable de se reproduire très très rapidement, on n'a pas besoin de jouer trop longtemps. Voilà comment on a contourné cette problématique du temps long. Et il n'y a pas forcément de nombre de tours limite. En revanche, on se rend compte que dans une séance de 50-55 minutes, on arrive à faire 3 tours de jeu. Ouais, le jeu, il est plus idéalement pour faire 4 tours, on peut en faire plus, on peut faire un de moins. Disons que 3 c'est le minimum pour voir apparaître un petit peu des choses intéressantes. Déjà, merci de partager votre aventure. Je trouve ça super intéressant de voir les tenants et les aboutissants d'un projet aussi complexe. Ma question est simple, j'aimerais juste savoir qui est le porteur de projet de ce jeu, enfin qui est votre client en fait, et combien de temps vous avez mis à créer tout ça? Est-ce que Alice, t'as entendu la question? Oui, alors le projet, c'est un projet de recherche et notre objectif n'était pas de produire, j'utilise volontairement le mot produire, hein, c'était pas de produire un jeu. Notre objectif était d'imaginer de proposer des ressources d'enseignement pour améliorer l'enseignement et l'apprendissage de l'évolution du vivant au collège. Et le jeu nous est apparu comme quelque chose d'intéressant pour toutes les raisons qu'on a mises en avant aujourd'hui. Donc du coup, c'est un projet de recherche qui a été financé par l'ANR. Il n'y a pas derrière d'autres porteurs que le financement initial de l'ANR, c'est la suite. On est en train de travailler sur une version print and play qui permette de faire en sorte que les enseignants en classe puissent obtenir le jeu plus facilement. Et puis on réfléchit un petit peu au-delà parce qu'on se rend compte que le print and play c'est intéressant, mais avoir une boîte de jeu prête à l'usage est quelque chose qui intéresse aussi, donc c'est la prochaine étape de notre réflexion. On va prendre peut-être une dernière question et ensuite vous pourrez poursuivre les échanges de manière peut-être plus informelle. Est-ce qu'il y en a une? D'abord, merci beaucoup, comme l'a dit le précédent interlocuteur. Et moi, je suis passionnée par ce que vous avez fait dans la démarche scientifique qui l'encadre. Et je voulais savoir sur les essais que vous avez mis en place dans des vraies classes, comment vous avez choisi les collèges. On sait que la carte scolaire n'est pas toujours bien respectée en France, qu'il y a des endroits qui sont plus imbibés d'une culture où le hasard est compatible avec le divin. Je voulais savoir si vous aviez pu envisager la totalité des cultures dans vos essais sur le terrain. Merci pour cette question. Nous n'avons pas choisi les établissements ou les classes, dans le sens où on a essayé
d'avoir une répartition aléatoire des élèves, justement pour pas favoriser certains types de publics et pour que notre recherche reste intègre. Donc nous nous sommes appuyés sur les inspecteurs qui nous ont ouvert les portes des classes, et il y a eu quand même une première sélection des enseignants qui appartenaient au groupe Je joue en classe, parce qu'il fallait quand même que ces enseignants aient une certaine appétence pour le jeu, parce que c'est pas forcément évident que de jouer pour de vrai en classe. Déjà il faut soi-même, et je pense un petit peu aimer jouer, et donc il fallait que ces enseignants-là soient d'accord pour utiliser cet outil, puisque cet outil peut être ou non utilisé, il sera à disposition et on n'est pas obligé d'utiliser cet outil pour enseigner l'évolution. Donc ça a été le premier élément. Et ensuite, les autres enseignants ont été pris surtout parce qu'ils étaient volontaires pour participer à cette expérimentation. Et on a eu la chance d'avoir des établissements répartis un petit peu dans l'académie sans avoir trop de stigmatisme. Merci, je pense qu'on va arrêter là. Merci à tout le monde d'être venu. Je crois qu'il faut qu'on installe l'activité suivante, mais on peut se mettre dans un petit coin pour s'il y a des gens qui veulent discuter, j'imagine. Voilà, donc si vous voulez prolonger la discussion, n'hésitez pas. Miguel et Magali sont là, et Alice, je ne sais pas si on va réussir à te garder, mais merci d'avoir été là en tout cas. Merci à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui fait partie de la 6e saison des vidéos écoscientifiques. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos précédentes dans les playlists de la chaîne Écosciences Sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Festival Explore est organisé par Aix-Marseille Université et le CNRS en partenariat avec Centrale Méditerranée et l'INSERM. Tous les projets présentés ont été financés par l'Agence nationale de la recherche.